Vous êtes sur Kivu Morning Post Télévision, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité. Commençons par les principaux titres. Le sénateur américain Ronny Jackson, qui a récemment visité la RDC et le Rwanda, a déclaré qu'actuellement le M23 est quasiment incontesté dans la région. Il a indiqué que le gouvernement de Kinshasa n'a aucun moyen de contrôler la région de l'Est pour le moment. Et puis le président burundais Evariste Ndayishimiye accuse le président rwandais d'être le parrain du M23 AFC. En réaction, les autorités disent être étonnées de cette déclaration et dit préserver la paix et la cohabitation dans la région. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité du jour sur Kivu Morning Post Télévision. Le parlementaire américain Ronny Jackson s'est exprimé sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo après sa récente visite à Kinshasa et Kigali. Détails avec Jospin Hangui. Dans des déclarations controversées, il a estimé que le gouvernement congolais était incapable de contrôler cette zone en proie aux violences du M23. Kinshasa n'a aucun moyen de contrôler cette région, dit-il. Selon Ronny Jackson, l'État congolais est actuellement impuissant face à la situation dans l'Est du pays. Je crois sincèrement que le gouvernement à Kinshasa n'a aucun moyen de contrôler cette région pour le moment. Il n'a ni les ressources ni la capacité d'influencer réellement de ce qui s'y passe, a-t-il ajouté. Il a également souligné l'implication d'autres pays dans l'exploitation des ressources naturelles de la RDC. Nous savons que l'Ouganda importe des minéraux de là-bas. Le Rwanda le fait aussi, le Burundi aussi. Tout le monde le fait et rien ne peut les en empêcher, a déclaré Ronny Jackson. Le M23 est quasiment incontesté dans la région, ajoute-t-il. Le Parlement a adressé un tableau préoccupant de la situation militaire sur le terrain, affirmant que le M23 jouit d'une domination quasi totale. Le M23, avec ou sans le Rwanda, est actuellement quasiment incontesté dans la région. Ils font ce qu'ils veulent et l'armée congolaise ne riposte même pas. En fait, ils fuient le M23 ou, dans certains cas, déposent les armes et les rejoignent. Fin des citations. Face à cette réalité, Ronny Jackson estime que le gouvernement congolais est en mauvaise posture. Le Parlement américain a également abordé la problématique de la reconnaissance de certaines populations de l'Est en tant que citoyens congolais. Selon lui, la RDC aurait dû suivre l'exemple de l'Ouganda dans l'intégration des populations concernées. Ces propos risquent d'alimenter les tensions autour du conflit dans l'Est de la RDC où les accusations d'ingérence étrangère et les revendications identitaires restent des sujets hautement sensibles. Dans une interview accordée mardi 26 mars 2025 à la BBC, le président burundais a critiqué le rôle du Rwanda dans la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, affirmant que le président rwandais Paul Kagame est le véritable commandant suprême du M23. Détail avec Blaise Bassabossé. Avant, il était prévu un dialogue entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Kagame s'est absenté, c'était à Luanda. Par la suite, le président Tshisekedi accepte de rencontrer la M23, et la M23 s'absente. C'est le même lieu et ce sont les mêmes alliés. Moi, ça m'amène à penser qu'il y a un roi faiseur de loi qui est derrière la M23, a déclaré le chef d'État burundais. Selon lui, il est évident que la M23 ne peut pas prendre des décisions sans l'aval du président rwandais. Si Paul Kagame a refusé d'aller à Luanda, est-ce que vous pensez que la M23 accepterait d'y aller? C'est le commandant suprême du M23. Ce qu'il veut, c'est ce que le M23 veut. Ce qu'il fait, c'est ce que le M23 fait, a-t-il insisté. Le président burundais Ndayishimiye a également dénoncé le manque de volonté du Rwanda dans la mise en œuvre des accords négociés pour ramener la paix dans la région. On a fait des négociations, on a abouti à des accords, mais quand il s'agissait de mettre en œuvre des choses sur lesquelles nous en sommes convenus, le Rwanda a refusé, a-t-il affirmé. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a rapidement réagi sur X, qualifiant les propos du président burundais de malencontreux. Cette déclaration de son Excellence le président du Burundi est malencontreuse, surtout que les autorités militaires
et des renseignements des deux pays sont actuellement en discussion et sont même tombés d'accord sur les besoins d'une désescalade militaire et verbale, a-t-il écrit. Il a également rappelé avoir évoqué cette question avec son homologue burundais lors des réunions ministérielles conjointes et à SADC à Harera le 17 mars 2025. Nous étions parfaitement sur les mêmes longueurs d'onde sur cette question, a-t-il souligné. Les Rwandais va malgré tout continuer son engagement pour la paix avec le Burundi et dans la région de Grand Lac, tout en espérant un peu de calme et de sérénité dans les propos officiels de l'autre côté, a conclu le ministre rwandais. Cette passe d'armes intervient alors que les tensions restent vives dans la sous-région, notamment avec la persistance des combats impliquant les M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour le ministre rwandais des Affaires étrangères, cette déclaration du président du Burundi est malencontreuse, surtout que les autorités militaires et des renseignements des deux pays sont actuellement en discussion et sont même tombés d'accord sur le besoin d'une désescalade militaire et verbale. Olivier Ndongiré précise qu'il a parlé avec son homologue burundais en marge de la réunion ministérielle conjointe EAC-SADC à Harare le 17 mars 2025 et nous étions parfaitement sur la même longueur d'onde sur cette question. Le Rwanda affirme qu'il va malgré tout continuer son engagement pour la paix avec le Burundi dans la région des Grands Lacs, tout en espérant un peu de calme et de sérénité dans les propos officiels de l'autre côté d'Akanyaru. Et puis la province de l'Ituri en République démocratique du Congo est confrontée à une violence extrême depuis janvier 2025 selon un rapport des Médecins sans frontières et MSF. Plus de 200 personnes ont été tuées et 100 000 déplacées à cause d'attaques meurtrières, notamment à Djougou. Les conditions de vie sont catastrophiques avec des structures de santé ciblées par les groupes armés. Les femmes et les enfants représentent plus de la moitié des victimes. MSF appelle la communauté internationale à soutenir la région et à protéger les civils. Suivons le représentant de MSF en RDC. Les personnels de santé et les humanitaires risquent leur vie pour en sauver d'autres. Ceci est inacceptable et tout le monde doit se mobiliser pour que cela s'arrête. Les populations forcées de se déplacer encore et encore vivent dans des conditions déplorables, en dessous de tout standard international, et la souffrance psychique aiguë qui rappelle une insouciance quand on observe l'insuffisance dans la mobilisation à tous les niveaux pour mettre fin à ce drame. Face à ces constats, Médecins sans frontières, conformément à ses principes et ses valeurs, se doit de tirer sur la sonnette d'alarme en portant la voix de ceux et celles qui parfois n'ont pas de voix ou pas assez de voix. Ainsi, face à ces constats et conformément à nos principes et valeurs, nous aimerions éviter que l'Ituri ne tombe dans l'oubli dans ce moment où l'Est de la RDC traverse une crise profonde. Rappeler à l'ensemble des acteurs armés, porteurs d'armes en Ituri, sur leurs responsabilités en termes de respect du droit international humanitaire, c'est-à-dire épargner les populations civiles, les structures de santé et les activités humanitaires contre toute forme d'attaque et de violence. Même dans les zones de conflit et en temps de conflit, il y a des principes et des règles qui s'appliquent. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. Plus de 600 jeunes qui se sont enrôlés dans l'armée congolaise se sont envolés pour une formation militaire au sein des FARDC. À l'aéroport de Buta, ils ont été patriotiquement motivés par le gouverneur Mike Mokieni. Correspondance dans les reportages de la cellule des communications du gouvernorat.
ce mardi 25 mars 2025 à l'aéroport national de Buta, peu avant leur départ pour Kinshasa, où ils vont suivre une formation militaire. Le gouverneur de province de Bawele, McDavid Mokeni, a adressé un message fort aux jeunes recrues de sa province ayant accepté de servir la patrie sous les drapeaux. Et l'autorité provinciale a insisté sur l'importance de leur mission et sur l'honneur qui représente le métier des soldats. Je vous avais dit que je vais vous accompagner jusqu'à la fin. Sachez que c'est toute la nation qui compte sur vous. Vous partez faire la formation pour défendre notre nation. Ce métier est un métier noble, un métier d'honneur. J'ai besoin que vous soyez exemplaires là où vous allez. Et quand je serai à Kinshasa, j'irai vous rendre visite. Je serai avec vous à tout moment. Je suis très fier de vous et j'ai une joie immense parce que vous montrez à l'opinion nationale que la province du Bawele est derrière le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à 200%. Il s'est de rappeler que c'est depuis plusieurs mois que l'autorité provinciale s'est illustrée dans des campagnes de sensibilisation et mobilisation dans la ville et dans les territoires du Bawele afin d'encourager les jeunes à répondre à l'appel du chef de l'État à intégrer l'armée. L'acceptation de ces jeunes intégrés dans l'armée témoigne de la détermination du Bawele à participer activement à la défense du territoire et au renforcement des forces armées de la République démocratique du Congo. Le secrétaire de l'UDPS, Augustin Kabouya, s'engage à réunir les membres du présidium de l'Union sacrée autour d'une même table afin de résoudre les différends qui persistent entre eux. Selon lui, pour atteindre l'unité nationale, il est essentiel de traiter sérieusement les questions qui divisent les acteurs politiques. Augustin Kabouya a fait cette déclaration à l'issue des consultations initiées en vue de la formation d'un gouvernement d'unité nationale. Suivez plus de détails dans ces reportages de l'agence congolaise de presse. Reçu le lundi en qualité de membre du présidium de l'Union sacrée de la nation, Augustin Kabouya a refait son apparition ce mardi 25 mars 2025 au bureau du conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État pour y conduire la délégation de l'Union pour la démocratie et le progrès social dans le cadre des consultations politiques en vue de la mise en place du gouvernement dit de large union nationale. À côté du secrétaire général et président de l'UDPS Augustin Kabouya, 4 secrétaires généraux adjoints du parti, Jean Tezo, Deobizi Boubalola, Gisèle Mboissiem et Daniel Aselo Okito Wakoy, ainsi que des secrétaires nationaux, députés nationaux et sénateurs, mandataires publics, conseillers du chef de l'État et autres militants du parti présidentiel. Nous sommes à un tournant décisif. Après le speech de Désiré Cachemire et Bérande Kolongele, conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, la parole a été accordée à Moana Bouté en sa qualité du chef de la délégation. La parole de M. Kabouya qui a des préoccupations du parti dans le cadre de cette consultation. Au sortir, Augustin Kabouya dit avoir suivi avec attention les inquiétudes de ses pairs au sein du présidium de l'Union sacrée de la nation qui se sont plaints du comportement affiché par le secrétaire permanent, susceptible d'ouvrir la brèche au chaos. À cet effet et un bon rassembleur, le chef du parti présidentiel dit s'engager à ramener la paix au sein de cette plateforme politique dont l'initiative émane du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le secrétaire général de l'UDPS. J'ai suivi les réactions de mes pairs de présidium qui se sont exprimés, ce qui est tout à fait normal comme responsable de la famille politique du chef de l'État. Je me vois obligé de prendre langue avec mes pairs de présidium pour qu'il y ait la paix parmi nous. On ne peut pas faire semblant quand il y a un problème. En politique, il faut éviter des frustrations ou soit encore d'humiliation. Je peux rassurer à mes pairs du présidium que j'avais bien capté leur message et dans les jours à venir, je ferai de tout mon mieux pour échanger avec eux. Puis ce qui nous intéresse, nous au niveau de l'UDPS, c'est cette cohésion-là, c'est cette unité-là pour que les chefs de l'État puissent bien nous guider. Nous ne pouvons pas poser des actes qui créent des problèmes,
qui crée des frustrations, ce qui n'est pas du tout correct. Il faut rassurer tout le monde que le chef est là pour nous tous. C'est dans un climat de paix que la délégation de l'Union pour la démocratie et le progrès social, conduite par l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président et de l'UDPS, a quitté le bureau du Conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État. L'artiste musicien révolutionnaire Delcat Idengo a été bel et bien inhumé la soirée de mardi 25 mars 2025 au cimetière de Kibango malgré l'incident des échauffourées qui ont éclaté entre les jeunes et les éléments de l'ordre. Selon nos sources, le bilan provisoire est de 2 morts et 2 blessés côté civil. Les détails avec notre correspondant Isaac Bengueve à Beni. Oui, au fait, c'était sous une forte émotion de colère, de chagrin, de tristesse, teinté d'impuissance, que l'artiste et musicien, connu sous le sobriquet Delcat Idengo, et de son vrai nom, Vignouasiki Delphin, a été bel et bien enterré au stade de Kibango, à ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Cet artiste engagé a été honoré par des milliers de personnes, dont ses fans qui sont venus des villes de Beni, de Butembo, des territoires de Beni et de Lubero, qui ont accompagné le cortège funèbre qui a commencé à la morgue de l'hôpital général de référence de Beni, passa par le studio d'enregistrement musical de la victime et passé aussi par le rond-point du 30 juin afin de chuter au stade de Kibango où l'inhumation a été effectuée. Et il y a eu des autorités politico-administratives et militaires qui ont également pris part à cette cérémonie d'enterrement de l'artiste engagé Delcat Idengo. Il y a eu des mots de circonstances qui sont venus de musiciens. Il y a eu des autorités politico-administratives qui ont donné leurs derniers mots d'honneur, d'hommage à la faveur de l'artiste musicien Delcat Idengo. Mais quelques minutes après l'inhumation, cet enterrement s'est transformé en drame. Il y a eu des accrochages qui ont éclaté entre quelques jeunes et les services de l'ordre, les services de sécurité. Et selon un brigadier qui était chargé un brigadier civil qui était chargé de la protection du cortège funèbre, souligne qu'il a également lui-même vu 2 corps de personnes qui ont été touchées par balle et ces personnes seraient déjà mortes. Il y a également 2 blessés qui ont été signalés. Jusqu'à présent, les raisons exactes de ces accrochages ne sont pas encore connues parce que les autorités officielles n'ont pas jusqu'à communiqué officiellement par rapport à cette situation. Mais les activistes de droits humains, les activistes de groupes de pression et mouvements citoyens ne cessent de décrier, de déplorer ces cas de drame, cet incident qui s'est produit lors de l'inhumation de cet artiste musicien. Et pour ce fan, Delcat Idengo a été enterré en héros parce que ces fans ont dit que c'était un homme qui est mort debout parce qu'il ne cessait de dire la vérité. Il acceptait même d'être fouetté rien que pour dire la vérité. Et pour rappel, Delcat Idengo avait été assassiné en ville de Goma le 13 février 2025 par des hommes armés. J'interviens depuis Beni. Je suis Isaac Bengueve pour Kivu Morning Post. Messieurs et dames, c'est par cette information que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post aux télévisions. Merci à vous de l'avoir suivi.